Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Les îles du Saint-Laurent. Nous les voyons chaque jour, mais les connaissons-nous vraiment? La majorité semble calme et abandonnée, alors qu'en fait, elles regorgent de vie, ont gardé leur caractère sauvage et sont des havres pour des milliers d'oiseaux. Dans les minutes qui vont suivre, je vous invite à découvrir avec moi ces îles au trésor. Ici Michel Harvey, bienvenue à cette émission des îles au trésor. Cette semaine, nous poursuivons notre périple dans les îles de la Société du Vénard. Nous vous présentons les activités à faire sur les îles du Pot à l'Eau-de-Vie et vous en apprendrez davantage sur la cueillette du duvet d'Eider que l'on y pratique depuis plusieurs années. Notre collaboratrice Mireille Poulain nous parlera justement de la répartition de l'Eider et de son plumage particulier. Jean-David Viel, quant à lui, dans sa chronique Écho du large, nous parlera des pilotes du Saint-Laurent et d'une maison hantée à Trois-Pistoles. En fait, il y a plusieurs choses ici aux îles du Pot. D'abord, il y a la nuitée au phare. Donc là, les gens partent de Rivière-du-Loup sur notre bateau, le Sauvage-Île. Et puis là, tout de suite, on commence avec un tour des îles par bateau. Donc pour vraiment mettre les gens dans le bain, dans l'ambiance, si on veut. Donc de l'interprétation sur l'histoire des îles, l'histoire du phare, évidemment. La biodiversité en période de nidification, c'est une grosse partie de l'interprétation, entre guillemets. Et là, les gens se dirigent vers le phare et là sont accueillis par les gardiens du phare, entre guillemets, donc les aubergistes. Et là, le séjour commence. Donc, toujours avec un petit peu d'interprétation pour vraiment que les gens connaissent le milieu et l'histoire aussi des îles. Les guides animateurs de Duvet-Nord séjournent pour de longues périodes sur les îles. Ils ont la chance d'observer des oiseaux au quotidien, ce qui leur permet véritablement de vivre des expériences hors du commun. Je suis Daniel Paul-Vénéduc, je travaille pour Duvet-Nord au phare du Pot à l'Eau-de-Vie. Je suis assistant à l'accueil, dans le fond, à l'auberge du phare. C'est mon premier été ici à travailler pour Duvet-Nord, à travailler au phare du Pot à l'Eau-de-Vie. C'était un super bel été, en fait, là, à découvrir l'île, parce que justement, d'être sur l'île aussi, c'était différent à chaque jour. Puis une des choses qui s'est passée en cours de route, c'est qu'éventuellement, je me suis mis à me lever pour aller assister au lever de soleil, en fait. Puis de fil en aiguille, en fait, c'est un peu devenu une addiction aussi. Fait que ce qui fait que pendant un bout de temps, en fait, ça a été des levées successifs à 4h30 du matin pour aller justement assister au lever du soleil, aller voir les oiseaux, faire leurs choses d'oiseaux à un moment de la journée où il n'y a pas d'humain pour les déranger. Fait un moment où tu es spectateur, l'intimité de l'île à ce moment-là. Fait que ça a donné des occasions assez particulières, comme arriver dans l'anse du Nord-Est avant que les grands hérons viennent se poser le matin. Une des choses que c'est ça quand on est à l'archipel aussi, c'est que toutes les roches autour du phare, donc c'est un lieu de nidification pour les goélands, donc c'est une colonie pour eux. Fait ils vont nidifier, ils vont complètement à côté des passerelles, donc on vit avec eux, ils sont quelques mètres de nous en fait. Cet été, ce que j'ai pu voir en fait, c'est suivre des familles de goélands, des œufs jusqu'aux juvéniles prêts à s'envoler puis à s'émanciper en fait. On a
suivi des dizaines de familles de goélands auxquelles on s'est attaché, puis on a vu les jeunes, dans la plupart des cas, tous les jeunes auxquels on s'est attaché sont morts, mais bon, c'est la réalité aussi de la chose. Il y a beaucoup de prédation de la part des goélands marins sur surtout les jeunes, les juvéniles de goélands argentés. Donc, dès qu'ils vont apprendre à voler, qu'ils vont quitter le territoire, la protection des parents, ils deviennent vulnérables à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de goélands marins dans la région qui vont donc attendre ces moments de vulnérabilité-là et vont venir les attaquer. En fait. Quand on fait la marche autour de l'île, dans les sentiers, en fait, on va voir régulièrement des cadavres de goélands juvéniles argentés, en fait, qui ont été victimes des goélands marins. Mais oui, fait que c'est ça. Puis donc, pour ceux qui n'auront jamais vu un bébé goéland fraîchement éclos, c'est clairement la chose la plus adorable du monde. Là. Fait que c'est au-delà du poussin, là, c'est le jeune goéland, c'est pas mal un des meilleurs bébés oiseaux. Hein. C'est difficile de rester insensible à ce qui est offert ici. En fait, quand j'ai passé mon entrevue, c'est ça, c'est une des choses que M. Bédard m'avait dit, que j'allais passer l'été chez les oiseaux. C'est ça qui s'est passé. Là. J'ai passé l'été chez les oiseaux. Ouais, ça a vraiment été un été inoubliable. Là. Bonjour, je suis Jean-David Viel. Bienvenue aux Échos du Large. Aujourd'hui, les pilotes du Saint-Laurent. À voir l'étendue d'eau qu'il y a derrière moi, il peut sembler facile de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, surtout si vous êtes propriétaire d'un voilier ou d'une embarcation de plaisance. Mais lorsqu'on a un plus grand bateau, qui nécessite un plus grand tirant d'eau, une plus grande profondeur, parfois, à certains endroits, les écueils peuvent vous attendre. À partir du début des années 1800, les empires coloniaux se construisent de grandes flottes de navires afin de rejoindre leur territoire. Ces navires qui empruntent le Saint-Laurent doivent embaucher des gens de la place qui connaissent les pièges du fleuve. Ces gens seront les premiers pilotes du Saint-Laurent. Des débuts qui sont improvisés, rapidement, on mettra de l'ordre dans tout ça et on construira le long du Saint-Laurent des postes de pilotes. Ainsi, à 3 pistoles, on en aura un qui sera érigé où les pilotes attendent, observent avec des jumelles et lorsqu'un navire s'approche, on a juste à lancer une barque à la mer et aller rejoindre le bateau. Lors de ces périodes d'attente, les hommes qui sont là jouent aux cartes, racontent leurs histoires, prennent un coup. Et parfois, l'atmosphère peut virer au vinaigre. C'est ce qui est arrivé un soir. Une bagarre a éclaté dans la résidence des pilotes et un des pilotes a été assassiné. On ne savait pas trop quoi faire avec ça, on ne voulait pas dénoncer ce qui était un horrible accident. Ce qui fait qu'on a enterré le corps du malheureux dans la cave. Peu de temps après, on s'est aperçu qu'il y avait des manifestations un peu étranges qui se produisaient. C'était sûrement l'esprit de cet homme qui venait faire peur aux survivants. Aujourd'hui, les pilotes sont regroupés en association. On connaît bien le poste des pilotes des Escoumins. Alors, tous les navires qui empruntent le Saint-Laurent, soit en remontant vers Québec ou Montréal, ou soit partant de Montréal, des Grands Lacs de Québec, en revenant, doivent avoir un pilote à bord afin de diriger le navire. Le séjour au phare est véritablement une expérience complète et unique. En plus de coucher dans cet espace, vous goûtez à la gastronomie régionale tout inclus, en plus d'être entouré d'un paysage magique et de jouir d'un calme sans pareil. J'ai eu le plaisir de venir il y a à peu près 20 ans avec mon épouse. On avait déjà une première expérience, mais pour 2-3 heures. On venait en croisière, on descendait, on faisait le tour et tout. On avait toujours gardé cette idée de devoir revenir pour pouvoir profiter là, de l'hébergement. Pour coucher au phare. Pour coucher au phare et tout. Et puis, on a profité
de nos anniversaires de mariage, d'une des 3 couples, là. Et puis pour venir fêter ça ici, dans ce beau décor naturel qui est extraordinaire. Ah, écoutez, nous sommes arrivés ici un peu surexcités. Là. On avait vraiment hâte. D'ailleurs, l'approche nous prépare à l'émerveillement du lieu dès qu'on y arrive. Et c'est ça. Spectacle de On- Beluga. Oui, magnifique. Ça, c'était magnifique. Sur le fleuve, à peu près à mi-chemin entre Rivière-du-Loup ici, on a eu un spectacle de Beluga. Ça nous a retardé pour notre arrivée quasiment de 20 minutes. Mais c'était tellement merveilleux. Alors ça, on a beaucoup apprécié. Et rendu ici, on avait hâte de prendre possession de nos chambres dans cette tour, ce fort merveilleux. Et pas longtemps après, on était pris en charge. C'est qu'il faut dire que les animateurs ici là, sont très, très gentils, ils sont formidables. Ils connaissent très bien leur travail. C'est des gens bien renseignés. Et rapidement, on était pris en charge par eux pour une explication sur l'historique du fort et après ça, l'historique de la restauration avec l'île. Et La puis- nature. et rapidement, on est parti pour les sentiers Oui. avec un des guides, Daniel. Hein? Daniel, Oui. Alors, on a fait tous les sentiers merveilleux. On s'est rendu jusqu'à la passe entre les deux îles. Alors, ça nous a fait connaissance davantage encore des lieux. Et puis au retour, il y a la petite collation sur cette magnifique terrasse qu'on voit en arrière ici. Là, c'est formidable, face au fleuve. Une petite collation, puis... enfin, on a beaucoup parlé aussi entre nous. Hein? Puis On après ça, sommes des on amis. est entré pour c'était l'heure de l'apéritif. Alors, on s'est l'apéritif. réunis dans le salon, puis là, on a pris l'apéritif ensemble. L'apéritif en qui a attendant le duré souper. un peu quelques temps. C'est pas bon. Et c'est le souper qui nous attendait. Puis très bon souper, Oui. vraiment. Là, Mesdames, oui, vous êtes peut-être oui, plus versées oui, que moi oui, pour oui, expliquer oui. un peu. Alors, on avait le s'il choix y de avait. 2 entrées, 2 plats principaux, et puis on avait un potage, un dessert. C'était très, très bon, franchement. Là, oui. On est très contents. Puis on apporte notre vin, alors on a pris... Et quelques bouteilles de vin. oui, plus tard. Alors, on avait beaucoup de choses à fêter, vous voyez. Puis, on n'était pas obligé de conduire. Pas très loin. On a fait la visite du phare aussi. On est Oui, monté. Oui, c'est c'est vrai, on a une oublié expérience. ça, oui. Et vers 11 h, avant d'aller se coucher, là, on est monté quelques-uns, encore on est Pour voir remonté dans le phare, les pour étoiles. voir l'impression aussi. On se mettait dans la peau des gardiens d'autrefois. Le grand silence, le silence, là, qu'on appelle la noirceur de la nuit. On s'est dit, oui, passer des mois tout seul ici, là, c'était extraordinaire quand même qu'un homme puisse arriver à vivre cette expérience et persister, parce qu'il y en a qui ont été 30 ans le même gardien, une vingtaine d'années. Alors, on est monté avant d'aller se coucher là, pour encore recréer cette impression que lui pouvait éprouver quand il montait là, toutes les nuits pour surveiller un peu cette lumière là, qui devait éclairer et guider les navires. Hein. Alors ça a été, ce matin, mais ça a été le réveil, on a une excellente nuit. Petit déjeuner. Pas de bruit, sans bruit. Sans bruit. C'est le calme total. Juste un peu les oiseaux ce matin qu'on les entendait, là, oiseaux. c'est tout. Le petit déjeuner, quelques temps sur la terrasse. Puis là, on est et puis, reparti. nous sommes repartis faire les sentiers. On a vu quelques rorcales aussi, je pense, pas loin Oui, ici. ce matin, Oui, là, c'est de la vrai, Matin, terrasse. là, terrasse, vers 10 heures environ. Oui. C'est C'est très impressionnant. Je sais pas, on se sent comme en osmose avec la nature. Hein? Ça nous calme. Période de calme. Ouais, on était bien excités. C'est magique, quoi. Ébahi, C'est ébahi. magique. Ah oui. Ah ouais. Par le respect, par le C'est de sortir paysage. de la routine. Ah, Ah ouais, vraiment. c'est, Oui. On est seul là, on est seul au monde. Hein. Un dépaysement total, franchement. Et encore, bon, on arrive un peu avec la saison arriérée par rapport aux oiseaux, hein. Mais déjà, on voit pas mal d'activités quand même. Puis on a eu la chance encore de voir des phare, baleines c'est et des belugas. Du phare, on a vu les baleines. Ouais.
Vraiment, c'est un très beau séjour. Nous avons l'intention de revenir à la période de la nidification pour voir vraiment cette immensité d'oiseaux merveilleux qui viennent nicher ici et nidifier ici. Alors, on réserve ça pour l'avenir. Mon plus beau souvenir, moi, c'est Jacinthe Laflamme de Québec. Mon plus beau souvenir, c'est de partir de Rivière-du-Loup, arriver sur le bateau, puis de voir l'île au loin, puis de s'en approcher, puis de voir que cette île-là va nous appartenir pour un 24 heures. Alors c'est ça, c'est tellement beau, la nature, c'est vraiment magnifique. Ce qui pique le plus la curiosité des visiteurs, en fait, évidemment, c'est les oiseaux. Les oiseaux, là, en période, il y a des centaines de personnes qui viennent en excursion parce qu'il n'y a pas seulement la nuitée au phare, il y a aussi des tours du pot qu'on appelle, donc une petite croisière autour des îles dédiée à l'observation des oiseaux. Chaque printemps, des milliers d'eiders à duvet viennent nicher sur les îles. Les experts de Duvet-Nord en profitent pour récolter le duvet de ces oiseaux qui est d'une extrême qualité et a une très bonne valeur marchande. D'abord, l'eider, c'est une espèce typique de l'hémisphère nord. Il y en a beaucoup en Islande, dans Scandinavie, en Russie, et aussi dans l'est de l'Amérique, baie d'Ungava, Labrador, Nouvelle-Écosse. Mais dans l'estuaire du Saint-Laurent, il y a une grosse population. On parle d'à peu près entre 30 et 40 000 couples qui nichent sur les îles. Le duvet que la femelle produit, c'est pour évidemment empêcher le refroidissement des œufs quand elle doit quitter pour aller boire. La femelle peut quitter entre 15 et 20 fois par jour pour aller boire parce qu'elle ne mange pas, mais elle doit, autrement, elle va se déshydrater. Donc, elle va boire. Quand elle va boire, s'il fait 4 ou 6 degrés dehors, les œufs refroidissent, elle investirait beaucoup d'énergie pour les réchauffer. Donc, la formule géniale qui a été trouvée, c'est de s'arracher du duvet, d'envelopper les œufs. Alors, chaque fois qu'elle quitte, elle recouvre ses œufs, va boire, revient, les découvre, s'installe, les œufs sont à la même température. Et le duvet a des propriétés extraordinaires. Il se tient ensemble, il y a une cohésion, il est élastique et surtout, il n'y a pas de plumes dedans. Donc, ça lui donne une valeur intrinsèque très élevée. Et le prix du duvet au kilo, ça s'évalue entre 600 et 1200 $ selon le marché. Mais ça prend beaucoup de nids, évidemment, pour faire un kilo de duvet. Mais comme la population est considérable, puis comme aussi on a des partenaires ailleurs dans l'est du pays qui nous demandent de traiter leur duvet, on a un volume suffisant pour qu'on puisse en exporter. Alors on en exporte en Allemagne, au Japon, et ça nous donne les fonds nécessaires pour soutenir les manques à gagner du côté touristique. Parce que le côté touristique est parfois défaillant. Il y a des bonnes et des mauvaises années. Alors dans les mauvaises années, le duvet vient à notre secours. Puis dans les bonnes années de tourisme, le duvet nous aide à compléter nos infrastructures. La cueillette de duvet, en fait, ça se passe généralement à la fin mai, pendant que les femelles sont en période d'incubation. Donc la femelle est sur le nid, elle couvre ses œufs. On doit y aller à cette période-là parce que le duvet d'eider a beaucoup de qualité. C'est le meilleur duvet à travers le monde, mais il y a un gros défaut, il n'aime pas l'eau. Donc, si on attendait que les femelles quittent le nid avant d'aller récolter le duvet, bien là, on prendrait une chance qu'il tombe une averse. Et en plus, à cette période-là, il y a des femelles qu'on appelle tardives qui nichent plus tard que les autres. Et là, si on attendait la fin de la période d'incubation, dans les nids, ce ne serait pas des œufs, mais plutôt des canetons qui, là, à notre approche, se sauvent et se font immanquablement gober par les goélands quand leur mère est absente. Donc, on y va, on fait la récolte au début de la période d'incubation quand c'est des œufs qu'il y a à l'intérieur des nids. Là, comme ça, eux ne peuvent pas se sauver. Donc, la femelle est dérangée un petit peu parce qu'elle est sur le nid, mais elle quitte son nid. Donc, elle va à l'eau et revient. Dès qu'on est parti, on ne reste pas longtemps sur le site. Et là, la femelle revient et continue sa nidification comme si de rien n'était. Donc, le dérangement est vraiment minime. Et là, il faut penser aussi à tout ce que cette cueillette-là nous a permis de faire. Oui, l'achat des îles, mais aussi la recherche. On étudie ces oiseaux-là de très près et la récolte nous permet de le faire. Ici Mireille Poulain. Aujourd'hui, à la chronique Go Oiseau, nous parlons de l'eider à duvet.
der à duvet est le plus gros canard qui niche au Québec. On en compte une douzaine de colonies sur les îles du Bas-Saint-Laurent seulement. On reconnaît le mâle à sa couleur noir et blanc. Il a aussi un petit peu de rosé en avant du cou et un peu de verdâtre à l'arrière du cou. La femelle, quant à elle, est tout brune. On reconnaît le der à duvet par son bec particulier. Il a un bec de canard, mais qui s'étend à la figure. C'est un peu comme si on avait étiré de la pâte à modeler jusque dans la figure. C'est particulier pour cette espèce. Au Bas-Saint-Laurent, on peut observer le mâle au printemps, car le mâle, dès que la femelle a pondu ses premiers œufs, s'en va en mer vers l'est du Québec. Il ne reste alors que la femelle qui doit rester sur son nid. Une fois éclos, en moins de 24 heures, les petits doivent marcher jusqu'au bord de l'île et à cet endroit, des crèches sont formées. Les crèches, c'est un ensemble de plusieurs familles. Il y a quelques femelles de 3 à 7 en général et plusieurs petits ensemble. Les crèches, ça aide à la protection des jeunes car il y a plusieurs femelles qui sont là pour les défendre des prédateurs. Entre autres, il y a le goéland marin qui aime particulièrement se nourrir des jeunes éders à duvet. Pendant l'été, jusqu'à la fin du mois d'août, à partir des îles ou sur les côtes du Bas-Saint-Laurent, nous pouvons observer les femelles éders à duvet et les jeunes aussi. Les jeunes prennent du poids tout au cours de l'été. Ils vont ensuite rejoindre les mâles et puis les mâles vont migrer vers la fin septembre vers le sud et ce n'est qu'en octobre que les femelles et les jeunes vont migrer à leur tour. Les éders migrent à la file indienne au ras de l'eau. C'est sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre qu'ils vont tous se rejoindre pour l'hiver. C'est aussi à cet endroit que les couples vont se former pour le printemps prochain. On peut les voir revenir dans l'estuaire vers la fin mars. Le duvet d'Eider est très recherché pour ses diverses propriétés uniques. Toutefois, ce n'est pas donné. Ce qu'on fait avec le duvet, on l'exporte. On l'exporte principalement en Autriche et en Allemagne. Et là, ils en font des couettes et du matériel de fine pointe aussi pour l'escalade, donc des manteaux. Il n'y a pas de marché au Canada pour une bonne raison, c'est que ça vaut très cher. Là. Des couettes de duvet, on en a déjà vu se vendre jusqu'à 10 000 $. Olivier Caron peut dire qu'une partie du métier qu'il pratique n'est pas donnée à tout le monde. Moi, je fais la récolte depuis 6 ans maintenant, puis je me sens privilégié là, de pouvoir le faire. Là. Quand on ramasse un nid, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui sont en train de faire ça en ce moment. C'est assez particulier, en effet. Je m'appelle Marc Larouche, on est à la pointe de Rivière-du-Loup en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Karine, tu nous parles aujourd'hui de la route des navigateurs. Effectivement, la route des navigateurs, c'est une magnifique route qui longe le fleuve. Au départ, la route des navigateurs s'étendait seulement qu'au Bas-Saint-Laurent, donc de la Pocatière jusqu'à Sainte-Luce. Maintenant, la route est tellement belle, la thématique est tellement belle aussi, donc certaines d'autres régions touristiques du Québec ont voulu se l'approprier. Donc, la route des navigateurs, maintenant, fait 470 km de long et s'étend jusqu'à Lévis et Baie-du-Fèvre dans le centre du Québec. Évidemment, l'attraction première de cette route-là, c'est de longer le fleuve, donc d'admirer le fleuve dans toute sa splendeur, mais il y a aussi diverses autres activités qui s'y retrouvent. Effectivement, la thématique maritime de la route fait en sorte que toutes les activités, toutes les poissonneries qu'on retrouve, tous les centres d'interprétation qui sont liés au fleuve, qui ont vraiment la thématique maritime pour en apprendre plus sur le fleuve, pour le connaître, le goûter, le toucher même, les excursions en mer, tout ça. Tout ça se retrouve lié à la route des navigateurs. Et chaque entreprise qui est liée comme ça a une voile d'identification juste en avant de son entreprise. C'est là-dessus que se termine l'émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on se transporte sur l'île aux Lièvres. Il sera question, entre autres, de son histoire et des tentatives de colonisation. Ici Michel Harvey, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine et bon vent!